Connaissez-vous l'influence des mots et des pensées? Mais au niveau physique, émotionnel, mais aussi mental. J'avais déjà abordé la puissance des mots, la puissance de l'intention lors de la loi d'attraction sur la série que j'avais fait l'année dernière. Mais je voudrais y revenir et vous montrer que tout cela semble logique grâce à des expériences qui ont été faites scientifiques, notamment déjà l'expérience de Masaru Emoto sur l'eau. Est-ce que vous connaissez? C'est un auteur entrepreneur japonais connu pour ses théories sur la mémoire de l'eau et l'effet des émotions sur les cristaux d'eau. Il affirmait que l'eau pouvait changer de structure cristalline en réponse à des stimulus externes tels que la musique, mais ça on l'a déjà vu la semaine dernière, d'accord? Les mots ou les émotions. Il a ainsi photographié des cristaux d'eau formés à partir d'échantillons d'eau traités de différentes manières. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Alors, il s'agit encore une fois d'expériences faites avec différentes vibrations, le son, la musique, mais aussi avec le verbe, la parole. Et là, on voit qu'en effet, les cristaux d'eau changent et deviennent harmonieux ou non selon le verbe. Alors pour la vibration sonore, nous l'avons déjà vu, l'eau réagissait, par la parole aussi, puisque c'est une onde sonore, mais il a d'ailleurs confirmé que la musique classique engendrait de beaux cristaux, alors que la musique heavy metal produisait des cristaux désordonnés. Mais il a été plus loin. Emoto a placé des étiquettes sur des bouteilles d'eau avec des mots comme amour ou haine. Et là encore, il affirme que les cristaux d'eau, alors déjà que la mémoire avait que l'eau avait une mémoire, alors je vais y revenir après. Il a fait beaucoup d'expériences sur l'eau. Congelé, pas congelé. Et donc, pour le moment, il met des étiquettes et il se rend compte que, là encore, la molécule d'eau n'est pas la même, elle est plus harmonieuse avec une étiquette d'amour que avec une étiquette de haine. Aussi étrange que cela paraisse, comment une étiquette peut influencer le contenu d'une bouteille? Alors évidemment, il y avait beaucoup de personnes, il a beaucoup été critiqué dans les années 80. D'autres personnes ont recommencé cette expérience, et cette fois-ci sur du riz dans des bocaux, et ça n'a pas été probant. Je vous mets aussi le lien sous la vidéo. Alors, de ce fait, est-ce que l'intention du scientifique écrivant le mot a une influence? Ou est-ce que c'est le mot sur l'étiquette qui a une influence sur la molécule d'eau? Les deux, ou est-ce que l'explication est ailleurs? En effet, les expériences de Masaru Emoto et ses expériences sur l'eau nous amènent à nous questionner sur d'autres expériences réalisées en physique quantique. Il a été prouvé que l'observateur peut influencer le résultat de l'expérience. C'est ce qu'on appelle l'expérience de Feynman, qui consiste à faire passer un faisceau lumineux à travers une fente et voir le résultat de l'autre côté, sur un mur, sur une plaque. Puis on ajoute une deuxième fente et on refait l'expérience. Alors logiquement, une fente, ça fait un trait, une deuxième fente, c'est censé faire un deuxième trait. Et c'est là que ça se complique. Car le résultat n'est plus du tout le même selon s'il y a un observateur ou pas. Alors, l'expérience originale de la double fente avait été faite en 1801 par Thomas Young à la Royal Institution, et il avait montré que la lumière se comporte comme une onde. Cependant, des expériences ont montré que la lumière se comporte à la fois comme une onde ou comme une particule, révélant ainsi sa nature quantique, et ça, selon s'il y avait un observateur ou pas. Je vous ai mis les liens sur la vidéo pour que vous voyez de vous-même qu'est-ce que ça veut dire. Selon s'il y avait une caméra et qu'il y avait un observateur, en fait, on voyait que il y avait une fente, deux fentes, plusieurs fentes. En fait,
Tout est possible. Comme s'il y avait une simultanéité de l'expérience. Et que toutes les possibilités, les probabilités étaient possibles en même temps. Bon, je ne suis pas scientifique, hein. Je vous laisse regarder les vidéos. C'est très très intéressant. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces expériences menées en physique quantique, n'hésitez pas, mais accrochez-vous car votre cerveau va être retourné. C'est des expériences à devenir fou hein, quand même. Mais de ce fait, nous pouvons peut-être en déduire que tout ce que nous voyons et nous percevons, c'est une perception limitée. Que l'expérience de Masaru Emoto interroge sur les étiquettes placées sur les bouteilles d'eau. Est-ce que l'intention du scientifique est supérieure à l'expérience elle-même? C'est un peu quelque part, moi ça m'a fait penser, n'est-ce pas, à en fait, au placebo. Le malade est soigné parce qu'il sait qu'il prend quelque chose, un médicament, alors que c'est du placebo, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas la molécule du médicament. Eh bien, c'est un petit peu pareil, quelque part, j'ai l'impression. Alors, à la différence que là, par exemple, sur le placebo, est-ce que c'est l'intention, du coup, du médecin qui donne un placebo ou du scientifique qui donne un médicament, un placebo, ou est-ce que c'est l'intention plutôt du malade qui veut être soigné et qui croit? Voilà, oui, on revient à la croyance aussi, c'est encore autre chose. Mais on est un peu là-dedans, hein. Donc, s'il suffit de l'intention pour avoir un résultat déterminé, imaginez la puissance de notre pensée. Et d'ailleurs, alors, ça me vient comme ça, hein, je vous le fais en direct, j'ai parlé de foi, de croyance, mais c'est exactement ça. Si j'ai foi dans le résultat, on l'a vu, des miracles peuvent se produire. Et là, nous rejoignons totalement toutes les thérapies d'aujourd'hui sur la pensée positive, sur la gestion des pensées, sur la façon dont on perçoit la réalité qui nous entoure. Si j'en reviens à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, je pourrais en effet me dire tout va mal. Les sociétés ferment les unes après les autres, de plus en plus de précarité, de plus en plus de peur est induite dans les mentalités. J'entends autour de moi beaucoup de personnes qui se plaignent. Et pourtant, il faut savoir que nous participons à ce marasme. Nous participons à ce qui est en train de se produire en surajoutant. Alors, pourquoi? Eh bien, comme vous l'avez vu dans les deux expériences, si l'intention de l'observateur joue un rôle sur l'expérience et sur la réalité, ne pensez-vous pas que nous-mêmes, par notre pensée, notre intention, nos mots, nous influençons pas tout ce qui se passe autour de nous, mais aussi notre entourage? L'année dernière, je vous ai fait une série de vidéos sur la loi d'attraction, son fonctionnement et sa mise en application, et pourquoi elle ne marchait pas. Et il est vrai que je pense que je n'ai pas encore assez insisté sur le fait que l'intention, mais aussi ce que l'on vibre, si vous vibrez la peur, si vous vibrez, si vous dites, ce qui est encore pire, parce que là vous envoyez une onde sonore, et on l'a vu, l'onde sonore se propage, elle rentre en interconnexion avec d'autres, avec tout ce qui nous entoure. Donc vous vous rendez bien compte que tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, tout ce que vous envoyez par les mots ont des conséquences. Et je vais même aller encore plus loin, puisque nous sommes faits de molécules et d'atomes à 83%. On peut donc se demander comment, comme dans les expériences que je vous ai mises en introduction, que notre corps s'imprime des informations ou des intentions que l'on côtoie à longueur de temps. Si je reçois de l'amour comme la bouteille d'eau, mes molécules d'eau ne vont-elles pas s'imprimer d'amour?
Alors certes, hein, je sais, je fais un raccourci, mais quand même, on peut se poser la question. Quoi qu'il en soit, quand bien même cette expérience de Masaru Emoto soit tirée un peu par les cheveux, concernant le mot sur l'étiquette, les autres expériences sur l'eau, par le son, la parole, ont été validées. Par conséquent, vu que nous sommes nous-mêmes, quand même à 83% d'eau, nous sommes influençables par ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi par ce que nous vibrons. Ne pensez-vous pas que recevoir des paroles négatives en permanence, vivre dans un environnement négatif ou toxique, de peur, d'angoisse, d'anxiété, de cris, de hurlements, n'influence pas vos atomes et ne reste pas en mémoire même, et met de la disharmonie dans vos atomes et ne crée pas vos maladies? Parce que le maladie, d'ailleurs, ok, je vous l'avais dit, c'est des choses qui n'ont pas été dites, qui s'impriment en nous, mais c'est aussi nos pensées. En permanence, si j'ai peur toute la journée de ce qui va se passer demain, est-ce qu'il n'est pas temps de devenir des vrais créateurs et de changer le paradigme? Et je vais aller pousser encore plus loin la réflexion, car je ne suis pas la seule aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai l'impression vraiment de vivre dans deux mondes parallèles. Ceux qui sont dans la matière et qui ne voient que ce qui est, sans savoir justement le pouvoir qu'ils ont de changer le monde qui les entoure. Et les autres qui ont déjà franchi le pas, comme moi, qui ont travaillé sur eux, qui ont compris que nous sommes, tout est vibratoire, tout est changement, et que c'est un positionnement de vie à switcher, à changer. Mais c'est simplement parce que nous avons l'habitude de penser notre être en tant que être physique et non pas être énergétique et molécule. Et nous avons du coup du mal à penser que nous avons ce pouvoir. Parce que du coup, s'il suffit de penser positive pour que notre vie change au fur et à mesure, c'est bien trop simple. Et pourtant, je peux vous assurer que ça fait 15 ans que je travaille sur moi, que j'ai mis en application, alors au début la loi d'attraction, puis petit à petit tout ce que j'ai appris sur la physique quantique. Et petit à petit, j'ai transformé ma vie. Je ne l'ai pas transformé parce que j'ai reçu de l'argent à un moment donné. Je ne l'ai pas transformé parce que les circonstances étaient meilleures. Je supporte les circonstances du monde qui nous entoure comme tout le monde. Et j'ai eu mes faiblesses comme tout le monde. J'ai eu des moments de doute comme tout le monde. J'ai eu des moments de plongeon comme beaucoup. Mais à un moment donné, il y a un choix à faire. Alors j'ai expérimenté. Et j'ai commencé petit. Mais par contre, j'ai été... Vous savez, c'est comme à l'école. Il n'y a qu'en pratiquant qu'on a des résultats. Il ne suffit pas, excusez-moi, il ne suffit pas juste de penser ou de dire qu'à un moment donné, puis dès qu'on est en contact avec quelqu'un d'autre, ça y est, on est parti à nouveau pour le marasme, la peur, les critiques, les machins, les trucs, que ça marche. Pour ma part, je pense que nous sommes influencés par tout ce qui nous entoure, notamment ce qui vibre. Et nous vibrons, nous. Nous avons d'ailleurs même 5 sens pour recevoir toutes les informations. Ce que nous percevons par la vue n'est rien d'autre que des ondes de lumière. Alors, il vaut mieux quand même percevoir des choses jolies. La nature, par exemple, qui nous met bien, qui va vibrer et qui va rentrer en vibration avec nous. Mais ce que nous percevons avec les oreilles, donc là, c'est toutes les ondes sonores, il vaut mieux entendre quand même des paroles d'amour, de bien-être, de joie, de positivisme, d'espoir. Ensuite, le goût. Les vibrations des molécules dans les aliments peuvent affecter la manière dont les saveurs sont perçues. Du coup, chaque type de molécule a une fréquence de vibration. Vous saviez ça? Quand nous mangeons, les vibrations produites par ces molécules peuvent interagir avec nos récepteurs sensoriels. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec toute la bouffe industrielle qui est complètement appauvrie en vibrations, nous mangeons des vibrations basses. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, nous avons les odeurs que nous sentons par notre nez, qui sont en général des molécules, encore volatiles,
ce qui signifie qu'elles peuvent s'évaporer, se retrouver dans l'air. Et ces molécules, qui peuvent avoir différentes structures de composition chimique, c'est ça qui détermine d'ailleurs leur odeur. Les molécules ont aussi des fréquences de vibration spécifiques en fonction de leur structure chimique. Donc, ça signifie quoi? Que chaque type de molécule émet des vibrations uniques qui peuvent théoriquement influencer notre perception aussi, notamment olfactive. Mais donc nous. Et enfin, le toucher. Je vous informe par les vibrations qui sont des oscillations de la matière, qui se propagent sous forme d'ondes, que ce soit dans les solides, les liquides ou les gaz. Et elles peuvent être ressenties à travers la peau et d'autres parties de notre corps. Donc vous le voyez bien, nous percevons à tous les niveaux les vibrations qui nous entourent, quelle que soit leur forme. Donc ça va beaucoup plus loin encore que juste des paroles. Nous sommes un capteur, mais nous sommes aussi émetteurs. Ok ? Mais je vais en revenir d'abord aux paroles, parce que les paroles, on n'arrête pas de parler tous les jours, on rentre en communication avec tout le monde. Et les paroles négatives vont donc vous détruire sur le plan physique, le plan mental et le plan énergétique. Pourquoi? Parce que quand vous critiquez quelqu'un, votre taux de cortisol augmente à cause du stress que ça vous met. Et oui, c'est pas qu'une question de vibration, enfin, vous voyez, ça se joue à différents niveaux, à tous les niveaux en même temps en fait, en réalité. Et si votre taux de cortisol, il augmente, eh ben, la conséquence, c'est quoi? Plus de fatigue chronique, plus de maladies, plus de poids, plus de tension musculaire. Vos insomnies augmentent, votre immunité descend. Ceux qui critiquent tout le temps ont des rides d'amertume et des douleurs chroniques, selon l'étude d'Harvard Business School qui a été effectuée en 2019. Et de plus, ces personnes réduisent leur capacité à voir le positif et deviennent anxieuses et dépressives. Plus vous jugez les autres et plus vous développez une vision du monde négative et pessimiste. Et donc vous bloquez l'attirance de l'abondance en vous. C'est un cercle vicieux. Dire du mal des autres a aussi des conséquences neurologiques, notamment sur l'amygdale. Et nourrir donc des intentions malveillantes envers quelqu'un entraîne forcément une diminution de notre bien-être. Le négatif attire le négatif. Et peu à peu, de toute manière, ça sera l'isolement social, car au bout d'un certain temps, on fait moins confiance à quelqu'un qui critique. De plus, du coup, pour la personne qui critique, l'estime de soi est diminuée, car il va se retrouver isolé. Et puis, il projette toutes ses angoisses, il entretient en permanence des pensées négatives. Il consomme son énergie mentale très fortement. Il va commencer à devenir dépressif. Parce que tout ça, c'est des vibrations basses. Et du coup, ça laisse beaucoup moins de ressources et d'énergie pour faire des activités positives et constructives. Comme je l'ai déjà dit, les personnes qui critiquent médisent, maudire. Vous maudissez. C'est pas anodin quand même. Et pourtant, les personnes qui critiquent ont premièrement l'habitude de rationaliser, de justifier leurs paroles. Alors ça peut être des fois des petites critiques, style sur le ton de l'humour. Ouais, c'est bon. C'est de l'humour, quoi. Au moins je suis honnête. Ouais, je l'ai dit, c'est pour son bien. Ils évitent ainsi la culpabilité. Ils se déculpabilisent. Ils relativisent, ils minimisent leurs propos. C'est pas si grave. C'est une petite blague, quoi, une blagounette. Faut arrêter d'être trop sensible, d'être susceptible. Et oui, ils rejettent la faute même sur celui qui vont critiquer, par exemple. Ah, c'est toi qui vois le mal partout. On peut plus rien dire maintenant. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Vous voyez ? C'est une stratégie qui oblige l'offensé à se justifier au lieu de l'auteur de s'excuser quand même. Mais c'est pas tout. On peut parfois aussi se justifier, mais le critiqueur souvent se cache aussi derrière une norme sociale. Ouais, c'est comme ça dans notre culture, tout le monde le dit, c'est pas moi qui le dis.
ça se dit comme ça, quoi. Et du coup, la souffrance de celui qui a reçu quand même les critiques est niée. Il n'y a plus d'empathie en étant comme ça. Les rôles sont inversés même. Le critiqueur peut même dire, je peux même plus m'exprimer au cas où le critiqué finit par se rebeller, vous voyez. Donc, comme vous pouvez les voir, celui qui critique peut se cacher derrière des justifications, des excuses externes. Il peut aussi se justifier derrière une émotion passagère. J'étais fatiguée, stressée, j'ai parlé sans réfléchir, j'étais énervée, ça m'a échappé, j'ai trop bu, etc., etc., etc. Mais là encore, ça évite la responsabilité, hein, et la culpabilité des gens qui parlent mal. À partir du moment où vous souhaitez de toute façon nuire, enfin, quelqu'un à son image, quelle que soit la raison pour laquelle vous ayez des propos désagréables, hein, envoyés, votre cerveau sait que cela n'est pas bien. Et de toute manière, ça va bloquer tout le reste pour vous. Même si ça vous garde une bonne image de vous et que vous étiez dans votre bon droit de peut-être critiquer l'autre. Celui qui se tait face aux critiques reçoit des bénédictions, car les critiques reviennent toujours à l'envoyeur amplifiés. Car comme je l'ai dit, les paroles sont des sons. Ils vont rentrer en interconnexion. C'est comme si vous envoyez quelque chose et qui revient en boomerang. C'est une onde qui circule. Et si vous envoyez des ondes plutôt négatives, eh ben vous recevrez des ondes négatives, c'est aussi simple que ça. De plus, la haine, la colère, les critiques, très sincèrement, il n'y en a pas assez. Vous voulez pas que le monde change? Parce que ça s'attise. Vous voyez bien dans les guerres entre les peuples, regardez, entre la Palestine et l'Israël, vous ne croyez pas qu'à un moment donné, ça ne suffit pas? Est-ce que vous voulez continuer à créer, à participer à ça? Est-ce que vous voulez continuer à créer un monde négatif? Parce que vous êtes créateur, je vous le rappelle. Est-ce qu'il n'est pas temps de passer à l'amour plutôt que la critique? Et la haine, la colère, la peur? Est-ce qu'il n'est pas temps d'enterrer les haches de guerre que vous avez actuellement dans vos vies? Alors oui, j'entends certains qui me disent, mais quand même, avec ce qui se passe, et puis ce qu'il m'a fait, et puis tu crois pas qu'il y en a quand même qui exagèrent, et on peut pas leur pardonner comme ça, et il faut rien dire, il faut se laisser faire, tu vis dans un monde de bisounours ou quoi? Ouais. Je comprends, hein. Ce sont des questions que je me suis posées moi-même, hein. Mais je me souviens de celle qui m'a appris à méditer, Colette. Et je lui fais des gros bisous, je sais qu'elle verra jamais la vidéo, mais c'est en son honneur. Qui nous faisait faire des cercles de méditation et envoyer de l'amour justement à notre président. Et à tous ceux qui faisaient n'importe quoi. Pourquoi? Mais parce qu'il faut leur transmettre de l'amour. Plus nous serons forts à transmettre de l'amour et à souhaiter l'amour et à souhaiter la paix, l'harmonie dans ce monde, plus nous aurons des chances de le faire changer, plutôt que de participer à la critique et à en rajouter. Vous savez, c'est ce qu'on crée avec ça, des égrégores. Les égrégores, c'est comme des gros nuages au-dessus de notre tête, là, dans l'univers, dans l'énergétique, qui s'accumulent. Et puis, la peur vient avec la peur. Il y a des égrégores de peur, de critique, de haine, de vengeance, etc., etc., qui tournent autour, là, sur toute la planète. Bah, très sincèrement, moi, je préfère participer aux énergies d'amour. Voilà. Et j'ai fini par comprendre ce que voulait dire Colette. C'est vrai que moi, comme tout le monde, hein, attention, hein, je ne jette pas la première pierre parce que je suis passée par là. Moi-même, j'avais des griefs. Moi-même, j'ai critiqué. Moi-même, j'en ai voulu à beaucoup de monde. Puis après, j'ai compris. Et au début, j'avais beaucoup de mal à faire cet exercice d'envoyer de l'amour à des personnes qui, vraiment, très sincèrement, c'est difficile quand même, hein. Mais je me mets en neutre. Vous voyez, je médite et je me mets en neutre. Et j'envoie, je visualise et j'envoie de l'amour sur cette personne. Et j'envoie de l'amour sur les autres.
Et j'envoie de l'amour dans la planète. Mais vous savez quoi, avant, je vous demande même pas de faire ça. Je vous demande juste de regarder qu'est-ce que vous vibrez toute la journée. Est-ce que vous vibrez de la peur parce que vous voyez des choses autour de vous et du coup vous y participez et vous en rajoutez? Ne serait-ce que par la pensée, si l'on veut que le monde change autour de nous, il faut changer nous-mêmes notre perception et nous-mêmes et nos comportements, nos pensées et nos mots. Si on continue à envoyer tout ça, comment voulez-vous que le monde change? Alors je vous laisse sur cette réflexion, je vais vous laisser méditer. Et maintenant que vous êtes au courant quand même de l'importance de ce que vous pensez, donc la pensée, l'intention aussi, hein, de ce que vous dites, de ce que vous écoutez, eh bien il va falloir faire des choix dans votre vie, hein, mais aussi pour vous, mais pour la planète. Et de mon point de vue, c'est bien plus important que chacun s'occupe de soi-même avant de penser les pollutions ou de penser quoi que ce soit et de faire culpabiliser les uns et les autres. Donc je ne suis pas là pour être moralisatrice, je suis là pour vous ouvrir les consciences. Parce que la pollution, en réalité, elle est d'abord énergétique et elle provient de nous. Et nous avons énormément de pouvoir. Et à partir du moment où on reprend notre pouvoir de penser, de parler et d'agir, nous ne nous laisserons plus jamais mener comme des moutons et nous ne tomberons plus dans ce qui s'est passé ces 5 dernières années. Mais il ne tient qu'à nous de continuer à faire comme tout le monde ou à un moment donné, peut-être, de prendre conscience et d'aller chercher les informations. Vous n'êtes pas obligé de me croire, hein, pas du tout. Hein. Moi, vous croyez peut-être que comment j'ai réagi quand les informations ont commencé à venir. Je me suis dit c'est n'importe quoi, hein. Très sincèrement, n'importe quoi, ça peut pas. Et puis ensuite, j'ai été chercher les informations. J'ai été lire des choses qui se faisaient déjà depuis 100 ans. 100 ans. Parce que si vous croyez que ceux qui nous dirigent ne savent pas le pouvoir de la pensée, le pouvoir de l'énergétique, et s'ils ne l'utilisent pas sur vous, c'est que vous n'avez pas encore tout compris, je peux vous assurer. Allez, sur ces belles paroles, moi je vous envoie plein d'amour, plein, parce que grâce à mon changement de paradigme que j'ai fait, je suis maintenant dans une région qui me convient parfaitement, je suis au soleil, à la mer, j'aime cette vie que je me suis construite petit à petit, année par année, en travaillant. Aujourd'hui, je me mets à votre service, même si je l'ai déjà fait depuis des années, je continue à être à votre service. Si vous voulez des consultations en privé, n'hésitez pas à me contacter sur le site internet karinebouteiller.com. Je fais particulièrement des visios avec vous. Je peux aussi agir sur photo. Pour le moment, je n'ai pas encore de cabinet. Et puis, de toute manière, il n'y en a pas forcément besoin aujourd'hui grâce à la technologie. Je vous remercie énormément. Je vous dis à très bientôt. Très belle semaine à vous.